Ouais, je vais peut-être mettre en charge mon téléphone, surtout si je veux m'en servir. Vous pouvez admirer ce beau radiateur. N'importe quoi. Très beau radiateur. Tu parles. Tant qu'il fait le job. Bon, bah, je pense qu'on va démarrer gentiment. Donc bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, pour ma part ça va. Écoutez, la semaine a été sympa. J'ai donné pour la première fois mes cours en anglais là, cette semaine. C'était chouette. J'ai même appris 2-3 fonctionnements concernant l'université, comme quoi il y a du fonctionnement du style enregistrement automatique dans chacune des salles, donc ça c'est plutôt cool. Bon, malheureusement le premier cours que j'ai donné n'a pas été très bien enregistré, mais bon c'est pas forcément très grave. Par contre le deuxième cours a été très bien enregistré, et d'ailleurs c'est quand même bien foutu parce qu'il y a vraiment pour l'enregistrement un moyen de échanger l'image de diaporama d'un côté et l'image de la salle de l'autre côté, donc c'est vraiment cool. C'est vraiment cool. Alors, pas sûr que ces enregistrements soient accessibles un jour ou l'autre sur la chaîne. Je pense pas. Je pense plus que c'est un système bien interne à Leeds. Et donc, il est compliqué de pouvoir obtenir ces enregistrements. À mon avis, c'est assez logique de toute façon. Parce que bon, bah, on me voit que moi. Hein, donc, en fait, c'est pour ça que je me dis que ça aurait pu se faire. Vous les proposez ces enregistrements, mais je pense qu'on va peut-être pas le faire. Je pense que ce sera quand même mieux de laisser les choses à Leeds. Et peut-être que plus tard, en faire une version enregistrée pour la chaîne. Ça peut être pas mal, on verra bien. D'autant plus que c'est la dernière fois que je donne le cours. Enfin, c'est même pas que je donne le cours, c'est plutôt que le cours de combinatoire est donné à Leeds. Donc, bah, ça peut être un moyen aussi un peu de poser un truc assez intéressant pour des étudiants qui aimeraient en savoir plus. Et en plus, toucher un public anglophone, ça peut être sympa. Bref, on verra bien. Je me garderai de toute façon cette expérience sous le coude euh, et puis voilà, bah, j'imagine en tout cas au moins que ce cours puisse servir éventuellement pour de futurs enregistrements sur la chaîne. Bref, ouais, quoi d'autre, bah pas grand chose d'autre. Juste aujourd'hui, je sais qu'il y a du catch. J'en parle quand même, même si bon, euh, c'est pas du tout le sujet du jour, mais il y a le Royal Rumble aujourd'hui qui commence à 20h heure française. Donc, vaut mieux pas que je finisse trop tard mon petit tour sur ce sujet d'algèbre. Je dis ça un peu en rigolant, mais ouais, j'aimerais bien le regarder en live avec normalement un bon ami avec qui j'ai catché d'ailleurs. Donc, ouais, que je salue si un jour il voit cet enregistrement, ce qui m'étonnerait très très fort, mais c'est pas grave. Ok, donc oui, sujet d'agrégation. Donc l'agrégation, en effet, les écrits sont tombés cette semaine, en tout cas par rapport à cet enregistrement et par rapport à ce live. C'est tombé en fait le mercredi, le jeudi. Donc il y a 2 sujets à la grègue interne, 2 sujets de 6 heures. Et donc, bah là, il s'agit de la première épreuve, donc le mercredi, sur de l'algèbre. Alors globalement, c'est un sujet plutôt abordable, je trouve. Il y a pas mal de choses. Bon, disons, on va faire un survol, allez, histoire que je m'amuse pas à essayer de m'en souvenir propre. Parce que, en vrai, j'ai fait vraiment un survol assez rapide du sujet avant le live, juste pour me familiariser un peu avec le sujet, mais rien de très substantiel. Donc, c'est ce qui fait que j'ai pas un souvenir non plus très marquant du sujet là. Mais alors, chose très étonnante, il m'a ajouté plein de pages que je ne voulais peut-être pas forcément. Attendez, j'ai un petit souci d'affichage. Hé hé. À moins que c'est juste moi qui ai peur d'un truc. Mais hop, ok. Non, mais c'est peut-être normal. Oui, bon, c'est normal, d'accord. Il y a pas mal de pages blanches, ça m'a fait peur sur le moment. Mais il y a des pages blanches, c'est normal. Alors je vois qu'il y a un petit bug d'affichage. Je vais régler ça vite fait. Voilà, apparemment ça a l'air d'être réglé. Bon, j'essaye de faire attention à ça aussi en même temps. Donc ouais, un sujet d'algèbre, je trouve assez abordable. Bon, pas facile hein, pour autant, mais un sujet assez abordable. Donc d'algèbre relativement classique, algèbre linéaire assez classique, avec des polynômes, avec des matrices à coefficients entiers.
Et deux, trois choses aussi autour des matrices orthogonaux. Pas mal, ouais, même deux, trois questions de congruence et de corps fini. Bon, voilà, assez sympathique tout ça. Les permutations. Bref, un mélange de pas mal de trucs sympas. Et donc, en effet, l'objectif général, c'est en fait d'étudier l'action par conjugaison du groupe orthogonal. Donc là, ici, des matrices orthogonales à coefficients rationnels sur un ensemble de matrices à coefficients entiers et symétriques. Donc voilà, c'est l'objectif de ce sujet. Et c'est plutôt bien découpé, hein. En effet, comme c'est mentionné, là, ici, on a beaucoup de parties, hein, de toute façon, comme dans n'importe quel sujet d'agrégation. Là, ici, on a 7 parties en soi. Mais quand même, 4 d'entre elles sont indépendantes et peuvent être traitées individuellement, ce qui permet d'avoir quand même beaucoup de substance pour un étudiant lambda ou pour une personne lambda qui veut passer l'agrégation. Ça permet vraiment d'essayer de trouver quand même des choses qui sont atteignables pour elle et pouvoir attaquer le sujet par ce biais. Comme ces dernières années, il y a un commencement avec un vrai ou faux, on va l'aborder d'ici quelques instants. Un commencement avec des résultats hyper classiques sur les matrices à coefficients entiers. Alors il y a des trucs classiques comme des trucs un peu moins classiques. Moi je pense que la question 6 par exemple c'est quelque chose d'hyper classique. Et la question 7, bon là c'est un truc, voilà, combinatoricien que je suis, c'est quelque chose que j'apprécie énormément. Bref, voilà, 2-3 opérations assez élémentaires sur cette première partie. La deuxième partie, c'est sur le résultant. Pareil, truc hyper classique, avec notamment des questions de discriminant, en fait, finalement. Le delta R. Donc voilà, ça c'est aussi très sympa, je trouve. Pas mal de choses à raconter sur cette partie-là. La partie 3, un peu moins évidente peut-être, mais tout aussi abordable, je trouve. Donc c'est des questions de stabilité d'espace, tout ça. Et l'intervention aussi des matrices, enfin des applications symétriques ou des matrices symétriques ou endomorphismes symétriques, peu importe suivant quel contexte on se trouve. Donc voilà, il y a un jeu d'orthogonalité qui se fait aussi, qui se fait non seulement sur les espaces vectoriels, mais aussi par rapport aux duos, aux espaces duos. Donc très sympathique aussi comme passage. De l'arithmétique de polynômes, ça aussi c'est quelque chose d'assez classique, je trouve. Et après, bon là on rentre, je pense que la partie 5 correspond vraiment à une partie où on rentre un peu plus dans le dur, bien que je reconnais là un passage d'un sujet qui était déjà tombé à un sujet ENS en MP, il y a quelques années de ça, hein, je crois que c'était peut-être dans les années où j'y étais, hein, donc peut-être 2000, là comme ça je dirais 2015. Je crois que ça doit être un des sujets 2015, peut-être le sujet, allez, comme ça, sujet C peut-être, mais ouais, je me souviens d'un sujet qui parlait un peu de ce genre de truc et notamment cette question de forme normale de Smith, qui s'obtient en faisant du PGCD sur les colonnes et les lignes. Et puis après, on a deux autres parties encore un peu plus soutenues, mais je ne sais pas si on aura le temps d'en parler. Je pense que on a déjà pas mal de substances à aborder avec au moins les 3 premières parties. J'ai envie de dire même en 2 heures, je pense que je devrais avoir le temps d'aborder les 2 premières parties un peu en détail. Et après, la suite, on verra. Voilà, écoutez, peut-être que ça sera un simple survol. Mais bon, voilà, mon but ici, ça sera essentiellement de vous proposer une bonne partie de correction et aussi d'aborder les réflexes qui sont, je pense, aussi très importants à avoir face à ce type de sujet ou d'exercice, hein. C'est globalement mon but sur ce live. Et puis après, éventuellement donner 2-3 pistes sur les autres questions que j'aurais pas eu le temps d'aborder. Peut-être, on verra bien. Donc commençons le sujet. Alors on a plein de notations, je vous skip ça. Le sujet, j'ai mis un lien dans la description et à l'enregistrement, je mettrai des liens en description sur la chaîne YouTube aussi. Vous pouvez retrouver les sujets à ces liens-là. Comme ça, vous pouvez jeter un œil et checker les notations et la compréhension de ces derniers. Donc moi, je vais passer directement vers la première partie de questions et me lancer à travers le vrai ou faux. Hop. Alors, bon, pour l'instant, le live fonctionne très bien, on est OK. Je vais commencer à me mettre des pages blanches en plus, d'ailleurs, tiens. Ça me paraît pas trop bête.
tac. Bon, je fais ça vite fait, et puis on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. C'est rien de le dire. Ok, voilà. Maintenant, j'ai mis toutes les pages que je voulais. Et évidemment, je ne les ai pas placées au bon endroit. Je suis mauvais. Hop. Tac, tac, tac. Tac, tac, tac. Là. Voilà, parfait. Pouf. Ok. Bon. Alors, lançons-nous donc à travers ce vrai ou faux. Alors, pour le vrai ou faux, hein, comme ces dernières années, on propose des petites questions un peu près élémentaires. Et il faut d'abord dire si ces affirmations sont vraies ou fausses et les justifier soigneusement. Donc le premier point, on a P un nombre premier et A une matrice à coefficient entier. On demande à vérifier si l'affirmation suivante est vraie. Donc dans FP, donc Z sur PZ, le déterminant de A, donc la congruence du déterminant de A, c'est en fait égal au déterminant de la congruence sur la matrice A elle-même. Bon, bah, cette affirmation, elle est vraie. Donc c'est parti, je vais faire les questions dans l'ordre. De toute façon, je crois que les numéros, ouais, c'est ça, les numéros suffisent pour suivre les questions. Donc la première question, elle est vraie. Et la justification, elle est assez simple. Hein, ça vient tout simplement des propriétés. Donc d'une part, des propriétés de morphisme par passage au quotient. D'accord. Donc le morphisme de passage au quotient que je vais appeler ρ, qui va de Z vers Z sur PZ, qui n'est rien d'autre que FP. Ça, c'est un morphisme d'anneau. Et donc, comme c'est un morphisme d'anneau, et plus le fait que le déterminant, allez, on peut balancer la formule, ça fera pas de mal de faire un rappel. Donc, si A est une matrice à coefficient qui s'écrive AIJ comme ceci, le déterminant se calcule de la manière suivante, somme pour sigma appartenant aux permutations de la signature de sigma fois le produit pour I allant de 1 à n de I avec l'image de I par sigma. Donc voilà, et on notera que c'est donc polynomial en les coefficients de A. Et donc par morphisme d'anneau, il est assez clair que quand je fais ρ de det de A, eh bien je me retrouve avec la somme pour sigma dans Sn. Donc morphisme d'anneau me permet de rentrer le ρ dans la somme. Et puis ensuite, le ρ va pouvoir entrer dans le produit. Bien sûr. Donc voilà, on se retrouve avec... Et somme dans Sn, ρ de sigma epsilon... Enfin, ρ epsilon, pardon. Ρ epsilon de sigma, on va y arriver. Fois ensuite le produit pour I allant de 1 à n de ρ à I sigma I. Et en fait, c'est rien d'autre. Donc là, la signature, c'est 1 ou moins 1. P est un nombre premier, bon, même si ça n'a pas forcément beaucoup d'importance. Le point étant que quand on a un nombre... Ouais, je pense que si, c'est peut-être important. Mais en tout cas, là, le point important, c'est de noter que ρ de sigma... Enfin, ρ de epsilon, on va y arriver, de sigma, c'est rien d'autre que epsilon de sigma, puisque epsilon de sigma, c'est une valeur qui vaut plus ou moins 1. Voilà, donc il n'y a pas de... Il n'y a pas tout à fait... Alors, c'est vrai qu'il y a une question qui se pose là. Si P égale 2, et c'est là où je vais peut-être me rendre compte que j'ai dit des bêtises et qu'on va voir que ça ne marche pas. Ça serait rigolo quand même. Parce que c'est vrai que là, 1 égale moins 1. Et du coup... Bon, normalement, 1 égale moins 1, ça ne pose pas de problème. De toute façon, c'est un passage à la permutation. Donc non, je pense que ça pose pas de problème. Hein. Quitte à ce que 1 égale moins 1, tout ce qui compte, de toute façon, je pense que ça pose pas de problème. Donc on se retrouve avec
Sen ça fois le produit pour i allant de 1 à n. C'est juste que moins 1 égale 1 en fait. C'est tout ce qui se passe. Et donc d'un point de vue calcul de déterminant, ça ne changera rien. On se retrouve avec ça. Et donc ça fait bien en effet le déterminant de A bar. Deuxième question, du coup on a E et F, deux espaces vectoriels admettant respectivement les bases EI et FI. Et on demande à montrer l'affirmation suivante, que les couples, enfin la famille formée des EI et des FJ forme une base de E croix F. Donc juste en faisant des couples comme ça. Bon bah là oui, c'est vrai. Le 2 est vrai également. Tac. Ok. Et donc comment ça se passe? Alors ce qui se passe c'est que je réfléchisse 2 secondes. Bah, il faut juste l'écrire. Je pense qu'il faut juste l'écrire, hein, ça suffit amplement. On peut. Est-ce qu'on peut s'en sortir juste Moi, je pense qu'on peut y aller juste de manière naïve. C'est-à-dire, vous démontrez que votre famille forme bien une famille libre et génératrice, voire même juste libre, parce que vous pouvez jouer sur la dimension. Donc, bien sûr, la dimension de E croix F, c'est égal à la dimension de E plus la dimension de F. Si vous savez pas ça, c'est pas grave. Enfin, si vous savez ça, ça aide un petit peu. Comme ça, on a juste à vérifier que la famille est libre. Mais si vous le savez pas, sinon, donc soit ça plus libre, soit vous montrez que c'est libre et génératrice. Et vraiment de manière naïve. Hein. Il y a presque rien à faire. Vous avez votre couple XY et puis votre X va s'écrire somme des XI et I. Votre Y va s'écrire somme des FJ, enfin YJ, FJ. Et puis vous décomposez par rapport aux sommes que vous avez le droit de faire et la multiplication par les scalaires. C'est tout. Je me permets de m'interrompre rapidement parce que, en fait, j'ai dit des bonnes choses, mais la conclusion, c'est que la proposition, ou la question 2 en tout cas, n'est pas vraie. En fait, oui, la dimension de E croix F, c'est bien la dimension de E plus la dimension de F. Et bon, bah, je ne sais pas pourquoi dans ma tête, j'ai cru lire dans l'énoncé que c'était l'ensemble des EI,0 avec les 0,FJ. Voilà, donc ça forme bien une base de E croix F. Donc je pensais ça au moment où j'ai fait la résolution de l'exercice. Mais en fait, là, c'était pas du tout ce qui était demandé. Ce qui était demandé, c'était de vérifier que les couples EI-FJ ensemble, avec I et J tournant dans les bons indices, forment une base. Et en fait, bah, ça, c'est pas vrai. Ça nous donne une famille de n fois m termes. Et du coup, bah, malheureusement, on va avoir trop de termes, hein, sous certaines conditions, bien sûr. On va avoir trop de termes pour avoir une base. Sinon, un meilleur exemple que je puisse vous donner, c'est si on s'amusait à faire R croix R, eh bien, on se retrouverait finalement avec le vecteur 1, 1, si je considère comme base pour R juste le vecteur engendré par 1. Et du coup, bah, le vecteur 1, 1 n'est pas une base, hein, c'est juste une famille libre, mais ce n'est pas une base de R2. Voilà, tout simplement. Bref, je vous laisse apprécier la suite de la vidéo. Donc vraiment, ça va très très vite. Il n'y a pas de difficulté sur cette question-là non plus. Ok, donc le 2 c'est vrai. Le 3, donc on a E, un espace vectoriel de dimension finie F, un endomorphisme de E diagonalisable. Et puis soit F, un sous-espace vectoriel de E. On demande si F est sous-espace stable de petit f. Alors petit f induit un endomorphisme diagonalisable sur grand F. Ok. Donc là, bah, la réponse est vraie. Alors, comment on justifie ça? Bah, ce qu'on peut éventuellement faire, c'est... Alors, je suis en train de réfléchir. C'est de décomposer... Attendez, je me remets la question sous les yeux. C'est de décomposer, donc on sait que f est diagonalisable sur E, donc on peut utiliser la décomposition ouais, on peut utiliser la décomposition en vecteur propre, en espace propre, quoi. Et en utilisant cette décomposition en espace propre, bah là je devrais pouvoir montrer que si f est stable,
Je suis forcément un facteur de cette décomposition. Je pense que ça doit se jouer comme ça. Je réfléchis. Ouais, je peux éventuellement la jouer comme ça, mais attends, je suis en train de réfléchir si je peux pas la jouer autrement. Hmm. Est-ce que je peux la jouer autrement? Parce que je peux la jouer aussi avec... en explicitant un petit peu ce que c'est le F induit, là. Euh, euh, euh. Ouais, je vais peut-être préférer décomposer. Je vais peut-être préférer décomposer. Donc je sais que F est diagonalisable. Donc je peux déterminer une base de diagonalisation que je vais écrire x1, xn. Donc base de diago. Et du coup, je peux écrire finalement que E, c'est en fait la somme directe des kxi. Kxi étant les droites, hein, bien sûr, engendrées par chacun des xi. Donc, tac. Voilà. Et là, bah, une fois que j'ai ça, donc si je suis un sous-espace stable, par f, enfin par petit f, tac. Qu'est-ce que je peux faire? Je réfléchis juste 2 secondes, parce que j'ai pas envie de faire une bêtise. Parce que je me demande... Je me demande si je peux pas... Non, ouais, alors attendez. Attendez. Peut-être que c'est encore mieux de jouer avec les espaces propres, en fait. Hein, juste les... Je joue avec les espaces propres plutôt qu'avec les vecteurs propres. Là, c'est peut-être un peu trop fort de jouer avec la diagonalisation. C'est peut-être beaucoup mieux... C'est peut-être beaucoup mieux de la jouer avec les espaces propres. Donc spec de F. Je vais peut-être la jouer comme ça. Bon, désolé pour cette petite interruption, mais il fallait que j'intervienne. Bon voilà, donc navré pour ce petit moment de, je sais pas, d'apesanteur, on va dire, par rapport à cette question. Je pense que j'ai dû être perturbé. Il y a pas mal de choses qui se passaient un peu autour de moi, notamment dehors, et 2-3 bruits dans la salle où je me trouve qui m'ont perturbé pendant le live. Mais bon, la fatigue, tout ça, bref, je peux mettre sur le compte de n'importe quoi d'autre, mais c'est pas grave. Où j'étais pas si loin finalement de pouvoir le prouver facilement que en effet le F induit était diagonalisable sur grand F. En fait, j'aurais juste dû penser au fait que bah, mon E c'est bien une somme de E lambda, hein, je l'ai bien écrit ça, et après j'aurais dû juste intersecter par F. Et en faisant ça, bah, j'aurais F qui est égal à une somme des E lambda intersecté avec F, et ça bah, c'est des espaces propres. Voilà, rien de plus. Et du coup, j'ai bien une diagonalisation de mon F induit par rapport à grand F. Je sais pas ce qui s'est passé. Voilà, j'ai pensé à plein d'idées d'un seul coup et je cherchais l'option la plus courte, la plus simple. Et j'ai pas réussi à la retrouver. Puis ensuite, en rentrant dans le sujet, puis on essayait de revenir, pas réussi. Vous allez le voir de toute façon d'ici quelques instants. Mais bref, voilà, je voulais juste corriger ce petit truc. Voilà, des choses qui peuvent arriver en live. Voilà, hein, c'est comme ça. Bref, je vous laisse apprécier la suite de la vidéo. Si je fais la question 4 rapidement, ça va vite. Donc si j'ai qu'un corps R, un polynôme 1, R' sa dérivée. Si R' est nul, alors R est un polynôme constant. Bon bah ça c'est faux. Voilà, donc ça, celui-là, ça va vite. Donc ça c'est faux. Et c'est faux tout simplement parce que vous pouvez travailler dans le corps z sur 2z et considérer votre polynôme comme étant x carré.
Bon, bah la dérivée de x carré, ça va être 2x, mais c'est rien d'autre que 0 dans le corps. Donc voilà, bah c'est une contradiction. Enfin, c'est une contradiction, c'est pas une contradiction, mais en tout cas, c'est un bon contre-exemple, c'est ça que je veux dire plutôt, c'est un bon contre-exemple. Bon, alors, partie 1, quelques résultats sur les matrices à coefficient dans Z. Donc, je fais exactement ce qu'il faut faire au concours d'ailleurs. Hein. Au concours, hein, si on bug sur une question, on peut essayer d'y revenir de temps en temps, mais il faut savoir passer outre, parce que sinon, on n'avance pas. Donc, partie 1, quelques résultats sur les matrices à coefficient dans Z, blabla. On a Q dans ON de Q, A dans Mn de Z, tel que Q transposé de Q fois A fois Q, ça me donne une matrice dans Z. On considère L de Q l'équivalent du contenu hein, de la matrice, donc c'est le plus petit entier qui vérifie ça. Et on considère Q chapeau LQ fois Q, très bien. Et on demande à me montrer que si je regarde modulo P ou modulo P carré, la transposée de Q chapeau fois Q, c'est nul. Et la transposée de Q chapeau fois A fois Q, c'est aussi nul. Donc modulo P ou modulo P carré. Bon, ça, c'est pas dur. Hein. C'est pas dur du tout. Hop. C'est pas dur du tout. Puisqu'en fait, il suffit de noter que comme Q chapeau, c'est LQ, Q, eh bien la transposée de Q chapeau, c'est tout simplement LQ transposé de Q. Et donc, quand je m'amuse à faire le produit des deux matrices, je me retrouve juste avec L de Q au carré. Et comme Q est dans ON des rationnels, là, ON de Q, alors j'en déduis que transposé de Q fois Q, ça fait identité. Donc IN. Et donc là c'est clair, si P est un diviseur de LQ, alors en effet, donc si P divise LQ, alors en effet, ce machin-là, donc Q chapeau transpose Q chapeau, eh bien c'est bien congru à 0 modulo P et P carré, hein, donc P puissance K, K dans 1, 2. Et c'est la même chose pour, transposer de Q fois A fois Q, donc transposer de Q chapeau fois A fois Q chapeau. Il suffit de penser à réécrire un peu les choses autrement en voyant qu'on a L de Q carré fois Q chapeau fois Q transpose fois A fois Q. Et ça, c'est une matrice dans Mn de Z. Donc c'est une matrice à coefficient avec que des entiers. Et cette chose-là est divisible par P ou P carré, enfin même par P carré. Donc on déduit alors qu'en effet, ce truc-là est congru à 0 modulo P ou P carré. Donc voilà, cette question 5, ça se faisait assez rapidement. Ok. J'avance. Question 6. Donc là, on arrive aux questions assez classiques, je pense, sur Mn de Z. Donc là, on rappelle que GLN de Z, c'est l'ensemble des matrices inversibles dans Mn de R, tel que l'inverse est aussi dans Mn de Z. Premièrement, montrer que le déterminant vaut 1 ou moins 1. Alors là, il y a un truc assez astucieux à faire. Donc 5, 6, 6A. Le truc un peu astucieux à faire, c'est la chose suivante. Donc quand je prends U dans GLN de Z, je sais alors que U fois U inverse, hein, ouais c'est ça, U fois U inverse qui est aussi dans Mn de Z, me donne identité. Bon, soit. Mais je vais passer au déterminant. Donc j'ai det de U, et le déterminant se comporte bien avec le produit des matrices, fois det de U moins 1, égale 1. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis IN. Donc est égal au déterminant de IN, qui vaut 1. Et du coup, ça veut dire que comme U est dans Z, hein, donc ça c'est dans Mn de Z, ça veut dire que le déterminant, les deux déterminants qui sont là, sont dans Z. Mais même mieux que ça, ce sont des éléments qui sont inversibles dans Z. Donc c'est Z croix. Et quels sont les éléments inversibles dans Z pour la loi fois? Eh bien, c'est plus ou moins 1. Donc, le déterminant de U, en effet, vaut plus ou moins 1. Terminé.
Alors, sachez que vous pouvez faire la même chose sur n'importe quel anneau. Hein, donc, si vous avez une matrice à coefficient sur un anneau, vous pouvez montrer que la matrice est inversible sur cet anneau si et seulement si son déterminant est un inversible de l'anneau. Donc, on peut généraliser un peu la preuve en jouant exactement de la même manière que ce que j'ai fait ici. Très bien. Donc, ça, c'est bon. B. Bon, un anneau commutatif quand même pour pouvoir faire les calculs correctement. Tout de même. Donc le B, je pense que c'est la réciproque. Donc la réciproque, j'ai le déterminant de U qui vaut 1 ou moins 1. Démontrer que U est dans GLN de Z. Ok. Donc j'ai U qui est dans MN de Z. Et qu'est-ce que j'allais dire je sais que le det de U, donc det de U vaut plus ou moins 1. Et en fait, il faut se souvenir de la formule de l'inverse d'une matrice. Donc la formule de l'inverse d'une matrice, si tant est qu'il y en a une, puisque là, le déterminant vaut plus ou moins 1. Donc oui, l'inverse existe dans Mn de R. Et vous pouvez écrire alors que c'est égal à la transposée de la comatrice de U divisé par le déterminant de U. Ce qui est donc ici égal à plus ou moins la transposée de la comatrice de U. Et on rappelle que les coefficients de la comatrice de U, donc le coefficient IJ, eh bien ça c'est en fait moins 1 puissance I plus J fois le déterminant du mineur, delta IJ, de la matrice U. Donc là, qu'est-ce que ça veut dire ce machin-là? Votre matrice U est là, et vous enlevez la IM ligne et la JM colonne. Voilà, tac. Donc ça c'est I, J, et vous faites le déterminant de ce machin-là. Ça vous donne delta IJU. Et donc en utilisant cette formule, là ça va très vite. Cette matrice-là est bien une matrice dans Mn de Z. Et calculer un déterminant, ici c'est encore une fois polynomial en les coefficients de la matrice. Donc ça veut dire que ce machin-là, il est dans Z. J'ai une expression polynomiale en des éléments de Z, donc je suis un élément de Z. Par conséquent, les coefficients de la matrice, de la comatrice, en fait, c'est des coefficients qui sont dans Z. Et je remonte en disant finalement que ma matrice qui est ici est bien une matrice dans Mn de Z. Donc c'est terminé, on conclut. Voilà, c'est hyper classique. Exercice hyper classique. Bien. Alors ça c'est bon. Le C. On demande à montrer que GLN2Z croît, ou croît désigne le produit matriciel, est un groupe. Bon là aussi, rien de très difficile. Donc 6C. Rien de très difficile, il suffit de vérifier les propriétés d'être un sous-groupe. Donc là notamment on peut voir ce groupe comme le sous-groupe de GLN de R. Voilà, donc il suffit de voir ça. Donc GLN de Z est inclus dans GLN de R. D'ailleurs, est non vide, il contient notamment 0. Enfin 0, il contient notamment l'identité, je veux dire, donc l'élément neutre pour la loi Foi. Et puis, on vient de voir, donc là c'est pas très difficile, on a d'une part que si j'ai M et N, deux éléments dans GLN de Z, ça implique, donc je vais peut-être faire un petit détail avant, je vais d'abord parler de l'inverse. Donc si M est dans GLN de Z, ça implique que M est inversible et est dans Mn de Z, mais du coup ça veut dire aussi que M-1, d'après ce qu'on a fait précédemment, M-1 est aussi dans GLN de Z. D'accord, donc de ce qui précède. Via 6 A, B, A et B. Puisque être dans GLN de Z, ça veut dire que le déterminant vaut plus ou moins 1.
Et là, bah, c'est pareil, par multiplicativité du déterminant, on a pareil, hein, donc le produit de ces deux matrices est dans GLN de Z. Donc en fait, tout ça va venir des questions précédentes. Et donc bah, ça va, je pense que ça va plutôt tout seul. Donc c'est bien un sous-groupe. De GLN de R. Voilà, la machine elle démarre, c'est bien. Bon, je vais peut-être pas revenir tout de suite sur cette question. Pourtant, elle me semble quand même assez élémentaire. Donc bon, bref, c'est pas grave, hein, écoutez. Il y a des moments où on n'est pas, forcément à fond sur toutes les questions, c'est comme ça. Bref, la 7A. Alors c'est là où on arrive sur une petite partie combinatoire assez rigolote. Donc j'ai M dans ON de Z et on veut démontrer que sur chaque ligne et chaque colonne de M, on n'a qu'un et un seul coefficient non nul et que celui-ci vaut 1 ou moins 1. Bien. Bon bah il suffit de se souvenir de la chose suivante, hein, donc 7A. Donc dans 7A, bah, M, je prends M dans ON de Z. Et ça veut dire en particulier que les lignes et les colonnes de M forment une base orthonormale de R, donc de R, Rn. Et bah, en ayant ça en tête, ça veut dire en particulier que si je regarde la première... donc si je dis que ma matrice, pour l'instant je vais regarder ça avec des colonnes. Si je regarde M1 comme ça, tac tac tac, jusqu'à Mn, eh bien je me rends compte en particulier que quand je fais Mi, scalaire Mi, qui est donc rien d'autre que la norme de Mi, hein, bien sûr, la norme de Mi au carré, eh bien ça fait 1. Et ce produit scalaire, bah, c'est rien d'autre que la somme des coefficients, hein, donc c'est la somme des M, alors faut pas que je fasse de bêtises, parce que du coup j'ai mis I, mais j'aurais dû mettre J, je pense. Hop, parce que c'est la colonne. Donc c'est la somme des MIJ au carré pour I allant de 1 à N. Sauf que les MIJ, c'est des éléments dans Z. Hein. Et donc c'est assez clair que bah, forcément, il faut que au moins l'un des... Donc les MIJ là, ce qu'on est en train de dire alors, c'est que les MIJ sont tous des valeurs comprises entre 0 et 1, d'une part. Donc, MIJ, ce sont des valeurs qui valent soit moins 1, soit 0, soit 1. Et que de plus, il existe un unique I0 tel que MI0J ne soit pas nul. Donc soit égal à 1 ou moins 1. Et on fait le même argument pour les lignes. Donc même argument pour les lignes. Ok, donc ça nous dit qu'il y a vraiment un seul 1 dans chacune des lignes et chacune des colonnes. Très bien. Juste en jouant avec les normes, hein, en fait, ça suffit. Après, on pouvait jouer aussi avec les produits scalaires. Si on voulait juste rester avec les colonnes, on aurait pu juste dire bah, le produit scalaire de MI avec MJ, ça doit faire 0. Donc à cause de ça, eh ben, ça veut dire que s'il y a un 1 placé quelque part dans la colonne J1, alors on n'aura pas le même emplacement pour le 1 ou le moins 1 dans l'autre colonne J2, parce que le produit scalaire doit valoir 0. Voilà, on aurait pu aussi s'en sortir juste en jouant que avec les colonnes ou que avec les lignes. Mais bon, je trouve que c'est un peu plus simple et plus joli de jouer directement sur les vecteurs des lignes et les vecteurs des colonnes. Ça permet directement de conclure. Ok, et du coup, question suivante, ça devait être l'énumération, je crois. Oui, en déduire le cardinal de ON de Z. Donc,
7P. Eh bien, pour le cardinal de ON de Z, ça va aller très très vite, hein. En fait, vous avez juste à choisir une matrice de permutation. Donc en fait, les matrices qui n'ont qu'un seul 1 sur chaque ligne et chaque colonne. Donc sur chaque ligne et chaque colonne, en fait, c'est égal aux matrices de permutation. Ok, c'est en fait les matrices de permutation. Et après, une fois que j'ai choisi ma matrice de permutation, eh ben, j'ai plus qu'à choisir le signe du 1 qui se trouve à telle ligne ou telle colonne. Donc je fais le tour des colonnes par exemple, et je dis bon, pour la première colonne, je mets un 1 ou un moins 1. Pour la deuxième colonne, je mets un 1 ou un moins 1, etc. etc. Donc en fait, ensuite, de manière indépendante, on choisit le signe des coefficients non nuls. Donc cela nous amène au cardinal suivant. Donc le cardinal de ON de Q, ça va être le choix d'une permutation, donc n factoriel, fois le choix d'un signe pour chacun des coefficients. Il y en a n de coefficients, donc ça fait 2 puissance n. Voilà, donc on va se retrouver avec n factoriel fois 2 puissance n matrice dans ON de Q. ON de Q, ON de Z, pardon. Pas ON de Q, pas du tout. Dans ON de Q, il y en a une infinité, là, ça va pas. Dans N de Z, pardon. Voilà. Question suivante, la B. Donc soit une permutation sigma dans Sn, on a Q sigma qu'on écrit comme ça. On demande à démontrer que la transposée de Q sigma, c'est Q sigma moins 1, puis que Q sigma est dans ON de Z. Bon, d'accord, donc du coup, on m'amène la permutation juste derrière. Bon, après, peut-être qu'on attendait une autre façon de le justifier en disant, bon, bah, dans chacune des colonnes, je dois choisir une ligne dans laquelle je vais placer le 1, et après, bah, cette ligne-là, j'y touche plus. Donc pour la première colonne, je vais avoir n choix, puis après je choisis le signe, donc ça va faire n fois 2, puis le suivant n-1 fois 2, puis le suivant n-2 fois 2, etc. On aurait pu l'expliquer aussi de cette manière-là. Mais bon, je trouve plus parlant le fait d'avoir déjà reconnu que c'était des matrices de permutation. Donc maintenant, 8. Bah là, on manipule les matrices de permutation. Donc si je regarde Q sigma transpose, bon bah ça c'est rien d'autre que... donc on a décidé de l'appeler delta, donc c'est delta de sigma i. Si je fais pas de... Attends, je vérifie que j'ai pas fait de bêtises par rapport à la notation. Sigma j, pardon. Oui, c'est bien ce que il me semblait. Donc c'est sigma j, pardon, i. On a juste échangé le rôle des deux coefficients. Mais après, on peut faire un changement de variable. Hein. Donc un i, n et un j, n. Et en fait, le changement de variable, c'est en disant, bah ok, je vais poser k égale sigma j. Et si je fais ça, eh bien, je vais poser L comme étant finalement sigma-1 de I pour que les coefficients correspondent, puisque ça vaut 1. Ce truc-là, il vaut 1. Si et seulement si sigma de J égale I. Et ça, c'est la même chose que de dire que J égale sigma-1 de I. Je pense que c'est peut-être mieux, beaucoup plus simple de le dire comme ça, plutôt que de s'amuser à faire un changement de variable qui a l'air un peu bizarre. Voilà, donc je joue juste sur cette équivalence-là pour avoir 1. Et une fois que j'ai cette équivalence-là, bah, je conclue. Donc là, c'est la même chose que delta de J sigma de I. Sigma moins 1 de I. Et donc ça, c'est la même chose en effet que Q sigma moins 1. Tout va bien. Et après, montrer que Q sigma est dans ON de Z. Bon, bah, Q sigma. Donc comment je prouve ça? Bah, Q sigma, c'est lié à une permutation.
Euh, à vrai dire, j'ai plusieurs manières de m'y prendre. Bah là, la manière la plus simple, c'est peut-être même carrément, enfin, c'est peut-être pas la plus simple. Je pense qu'il y a peut-être plus simple que ça. Mais en tout cas, la manière à laquelle je pense, c'est d'utiliser la formule et de voir qu'il n'y a qu'une seule permutation qui va fonctionner. Je pense que ça, c'est correct. Euh, Est-ce qu'il y aurait une autre manière? Une autre manière, ça serait de dire que euh, si je fais sigma, ouais, si je fais sigma un assez grand nombre de fois, normalement, je retombe sur l'ident. Est-ce que je dis une bêtise en disant ça? Ah, peut-être que je dis non. Ah, peut-être que je, ouais, bon, peut-être que je dis une bêtise. Mais normalement, le groupe engendré par sigma. Je peux regarder le groupe engendré par sigma et normalement sigma va retomber sur. Non, oui, c'est ça, donc je dis pas de bêtises parce que sigma est décomposé en cycle disjoint. Donc je pourrais très bien dire je regarde le groupe engendré par sigma et ce groupe est un sous-groupe de SN. Donc il se doit d'être. Ouais, je vais peut-être. Peu importe. Là, c'est vrai qu'il y a plusieurs manières de s'y prendre. Il y a plusieurs manières de s'y prendre. Ça demanderait de justifier quand même que Q sigma fois Q tau, ça fait Q de sigma tau. Ça demanderait de justifier ça. Donc bon, bref, ouais, je vais peut-être faire au plus simple et juste appliquer la formule. Donc si j'applique la formule déterminant donc de Q sigma, hop là. Euh, ou alors est-ce qu'on attendait quand même d'avoir Q sigma fois Q tau? Je sais pas. Je pense que c'était pas dit hein, quand même ça. Est-ce que c'était dit quelque part? Je pense pas. Ok, c'était peut-être pas dit quelque part. Donc je pense que. Bon, ouais, à vrai dire, c'est au choix, quoi. Donc là, bon, je vais dire, je vais proposer une façon de faire. Donc ça serait la même chose que la somme pour taux dans les permutations de la signature de taux fois le produit pour i allant de 1 à n de delta. Donc là, en fait, on a delta i taux, taux sigma i. En espérant ne pas. Non, le taux il est à l'intérieur d'ailleurs. Bêtise. Hop, je corrige. Donc c'est sigma tau i. Voilà, c'est beaucoup mieux. Et donc bah, le produit là, il est non nul. Si et seulement si, eh bien pour tout i, on a sigma tau i qui est égal à i. C'est le seul moyen pour que ce produit soit non nul, parce que sinon, bah, dès qu'on a un facteur nul, le produit est nul. Hein. Et donc ça, ce seul moyen, c'est le cas où tau est égal à sigma moins 1. Donc ça veut dire que la somme, finalement, bah, il y a qu'un seul terme qui est non nul dans cette somme, c'est le terme où tau égale sigma moins 1. Et on se retrouve avec signature de sigma moins 1 fois 1, puisque du coup le produit, c'est qu'un produit de 1. Et du coup, bah, cette valeur-là est bien une valeur qui vaut 1 ou moins 1. Donc c'est gagné. Q sigma est dans Mn de Z, et en plus de ça, son déterminant vaut 1 ou moins 1. Donc on conclut. Il y a certainement d'autres moyens avec, comme j'ai dit, en justifiant la composition Q sigma Q tau égale Q sigma tau. Et du coup, on a l'inverse donné par cette transposition. Euh, hum, hum, hum. Ok. Juste en train de me demander. Parce que ça justifie pas tout, je crois. Il faut être dans ON2Z. Il faut être dans ON2Z. Ouais. Bon après, peut-être que juste en jouant avec les. Le problème c'est qu'on n'a pas fait un si et seulement si, même si on aurait dû peut-être faire un si et seulement si. Probablement que, ouais, je pense que hmm, peut-être la manière la plus simple. Là, j'ai pas fait n'importe quoi, mais j'ai démontré que c'était dans GLN2Z. Il reste encore une orthogonalité à satisfaire. Euh, hmm,
Mais je pense que l'orthogonalité est facile à vérifier. On peut faire ça. Hein, donc, Ou alors, bah, il faut vraiment préciser un si et seulement si sur la question 7a. Si on veut pas passer par ce que je viens de faire là, qui est peut-être un peu élaboré finalement. Euh, donc on peut... Même si je suis en train de me dire pour la cardinalité, en fait, on est en train d'utiliser un si et seulement si. Hein, mais... Ouais, ça serait peut-être un peu plus simple. Bon, ma foi. Ok. Bah, j'ai fini, je crois, là. Je peux passer à la page suivante. Ok. Bon. Alors, ça fait à peu près 1 heure qu'on avance, donc je vais avancer sur la partie 1, peut-être essayer de la terminer. Et je pense que je vais passer un peu plus... Waouh. Va falloir aller doucement, là, dans la rue. Donc... Tac. J'ajoute quelques pages, histoire d'être tranquille. Tac. Ok. Donc, je regarde en même temps s'il n'y a pas... Ouais, il n'y a pas de message pour le moment. Ok, alors question 9. On a notre matrice là. Bon, je vais peut-être essayer d'aller un tout petit peu plus vite sans rentrer dans tous les détails de chacune des questions, peut-être. Je pense que ce sera plus efficace. Donc, j'ai ma matrice ici, PIJ. Et on demande à montrer que, en effet, ce PIJ correspond à un Q sigma pour un certain sigma. Bon, bah là, le sigma en question, on doit le sentir venir, c'est la transposition. Donc 9A. Là, ici, on doit noter que PIJ, c'est en fait Q de IJ. Voilà, donc c'est ma notation pour la transposition. Hein. Bien sûr. Ok, ensuite B, démontrer soigneusement que la matrice obtenue à partir de A, en échangeant les lignes I et J, est le résultat du produit PIJA. Ok, donc bon bah ça c'est aussi une question super classique, qu'il est super important de savoir faire. Donc bah là, si j'écris à quoi ressemble PIJ fois A, bon bah là je me retrouve avec en effet que des 1 dans la diagonale, sauf à un endroit où on descend. Tac, 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 tac. Et après un autre endroit où on monte. Donc, hop. J'essaye d'être à peu près aux bons endroits. Tac, tac, tac. Donc voilà, fois la matrice A. Et là, la matrice A, il faut préciser les lignes pour bien voir ce qui se passe. Donc je vais mettre L1. Tac. L2. Tac, 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 tac. Jusqu'à Ln. Donc voilà. Et donc, bah, quand je fais le produit des deux matrices, je dois me rendre compte que bah, je dois multiplier... donc si je regarde la première ligne... Tac. Je dois la multiplier par rapport à la première colonne. Je suis en train de réfléchir. Si c'est bien ce que je veux. C'est ça. Donc là, je multiplie la première ligne par rapport à la première colonne. Et tout ce que je vais retenir, c'est le premier coefficient finalement. Hein. Donc dans ce produit-là, je vais retenir, donc quand je fais le développement par rapport à chacune des colonnes, en fait, je vais retenir le premier coefficient. Donc à cause du fait que je retiens le premier coefficient, je vais en effet trouver, par rapport à cette première ligne, juste L1. Après, si je fais le deuxième, je vais avoir juste L2, etc. Et ce qui va changer, c'est quand je vais arriver à la ligne I. Donc quand je vais arriver à la ligne
à la ligne I, bah là, cette fois-ci, je ne vais pas lire la ligne I dans les coefficients de mes colonnes, je vais plutôt lire la ligne J, parce que je me trouve en Jème position. Donc là, il va y avoir LJ qui va apparaître, tac, 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 LI qui va à nouveau paraître, tac, 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 et enfin LN. Bon, on pourrait être peut-être un tout petit peu plus rigoureux sur la façon d'expliquer. Là, je l'ai expliqué à l'oral, donc c'est un peu plus simple à chercher à expliquer à l'oral qu'à l'écrit. Mais à l'écrit, peut-être y aller carrément en donnant tous les coefficients. Peut-être que c'est une bonne façon de s'y prendre, j'imagine. Bon, enfin bref, voilà. Donc c'est comme ça que ça s'explique. Ouais, très bien. Donc après, là, on propose maintenant, après avoir fait comment dire, après avoir fait l'opération élémentaire d'échanger les lignes, on propose de faire des combinaisons linéaires sur les lignes. Bah là, c'est notamment ce que propose de faire IN-Q fois EIJ. Bon, peut-être que c'est pas la peine que j'aille super loin là-dessus, mais en effet, donc montrer que TIQ est dans GLN de Z. Bon, bah, si Q est dans Z, hein, parce que là, ça dépend quand même de Q, je crois. Q est dans Z, ouais. Donc, comme Q est dans Z, bah, après, le déterminant, c'est juste 1. Hein. Donc, ça va très vite quand même. Donc, je vais l'écrire tout de même. C'est le 10A, c'est ça? Non? 10A, ouais. Donc, le 10A, ouais, donc, qu'est-ce que je disais? Je disais... Donc ouais, je disais que TIJQ, c'est bien dans GLN. Donc TIJQ, c'est bien dans GLN de Z. Parce que d'une part, bah, c'est à coefficient dans Mn de Z. Hein. Et d'autre part, le déterminant de TIJQ, c'est tout simplement 1. C'est une matrice triangulaire supérieure. Hein. Ou inférieure, hein, ça dépend quand même. Mais c'est juste une matrice triangulaire. D'accord, une matrice triangulaire dont la diagonale c'est que des 1. Donc bah, ça va vite quoi. Ça va très très vite. I étant différent de J aussi, hein, précisons-le. Ok, donc B, démontrer soigneusement ça. Bon, bah là, encore une fois, c'est de la manipulation. Je pense qu'une explication, encore une fois, avec cette façon d'expliciter ce qui se passe sur les lignes ou sur les colonnes, ça peut aider. Au pire du pire, carrément expliciter les matrices. Je pense que c'est pas non plus une mauvaise idée. Ouais, donc ouais, très bien. Et après C, on demande de donner sans démonstration une matrice SIJQ dans GLN de Z telle que SIJQ fois A est la matrice obtenue en effectuant l'opération LJ devient LJ moins Q fois LI. Bon bah là en fait la matrice c'est la même. Hein, c'est vraiment le même, la même chose que PIJ comme on l'a vu, comme ça a été rappelé plus tôt. C'est juste que bah, le produit, comme on l'a écrit là, c'est de l'écrire juste dans l'autre sens. Hein. C'est tout. J'espère que je dis pas de bêtises en disant ça. Réfléchissons 2 secondes. Si je fais le produit sur les colonnes... Attends. Donc là, si je fais comme ça, je fais le produit sur les colonnes et ça remplace CJ1. Et du coup, si je refais la même chose sur les lignes... Oui, donc je pense que c'est censé être la même matrice. Dans ma tête, il y a un truc qui dit peut-être c'est la transposée. Ça a toujours été mon problème avec la gauche et la droite et des trucs comme ça. Je me demande, est-ce que ça peut être la transposée de IJ? Bon, c'est peut-être la transposée, mais voilà, c'est l'une des deux matrices. Et peut-être pour le vérifier, juste le faire sur un exemple, ça mange pas de pain. Ok. Bon ouais, finalement, je vais aller un peu plus vite. Juste histoire d'avoir le temps de toucher un peu à tout. J'ai pas besoin d'effacer, je peux juste bouger le... Hop. Donc je vais un petit peu plus vite, juste histoire de vous dire un petit peu comment il fallait penser certaines des questions.
Je pense que voilà, j'ai passé peut-être un peu trop de temps sur la première partie, mais bon, écoutez, au moins on aura bien posé les bases sur cette première partie. Donc la partie 2, on a donc des polynômes ici, R et S, deux polynômes de k crochet x, R est de degré exactement m, S de degré au plus n. Donc là, on va utiliser le résolvant, enfin le résultant, pardon. Pas résolvant, rien à voir. C'est de la physique, ça. Et donc, ouais, donc D, c'est le PGCD. D'accord, degré D, blablabla. Bla, bla, bla. Bon, très bien. On demande à démontrer le lemme de Gauss, à savoir étant donné trois polynômes G, H et L dans k crochet x, si G est premier avec H et que G divise HL, alors G divise L. Donc, bah ça, la démonstration de Gauss, ça peut se faire en utilisant la décomposition en facteurs d'irréductibles. Je pense que c'est peut-être pas une mauvaise idée. Donc, si j'écris G en produit de facteurs irréductibles, dire que le PGCD de G avec H est égal à 1, c'est équivalent à dire que chacun des irréductibles ne divise pas H. Pourtant, chacun des irréductibles doit diviser L, puisque G divise HL. Enfin, pardon. Chacun des irréductibles doit diviser HL, étant donné que G divise HL. Donc ça veut dire que chacun des irréductibles doit diviser L. Et ce, avec la bonne multiplicité ensuite. Voilà, je pense que ça peut se prouver de cette manière-là. Je sais pas... Ouais, donc je pense que... En gros, j'utilise le lemme d'Euclide, quoi, d'une certaine manière. Donc pour la question 11, éventuellement une preuve passant par le lemme d'Euclide. Je pense que c'est suffisant. Pour la 12, donc démontrer que phi RS est une application linéaire. Bon, ça, c'est une question assez bateau. Là, il faut vraiment écrire ce qu'il en est. Donc, que se passe-t-il quand je fais une combinaison linéaire de GH, donc de couple plutôt, donc G1H1 et G2H2. Et puis voir que en fait, bah, la linéarité va surtout venir du fait que bah, j'ai linéarité de la multiplication à gauche ou à droite, peu importe, parce que c'est commutatif, par la multiplication du polynôme R et du polynôme S, par somme, et même, je dirais même par somme d'applications linéaires. Voilà, on pourrait le dire comme ça. Donc par linéarité de la multiplication par un polynôme plus somme d'applications linéaires. Je pense que ça peut être une très bonne justification en très peu de temps sans forcément avoir besoin d'écrire les calculs. Le suivant, soit la famille U, 1x, voilà. On demande à démontrer que cette famille-là est une base. Bon là, pareil, c'est assez élémentaire comme question. Je pense qu'il faut juste l'écrire. Donc, montrer que c'est une famille génératrice, ça va très très vite. Si vous avez une paire PQ, vous écrivez P comme somme de ce qu'il faut, hein, donc des AI x puissance i. L'autre côté, somme des BJ x puissance j, puis vous décomposez. Et puis après, vous pouvez jouer sur la dimension, je pense que c'est clair. Une fois que vous avez une famille génératrice, vous montrez que la dimension colle avec le nombre de vecteurs que vous avez dans votre famille, et donc génératrice minimale, ça veut dire que c'est une base. Voilà. Donc pour la 13, donc la 12, c'est vraiment juste, comme j'ai dit, linéarité de la multiplication plus addition d'applications linéaires. Bon, après, vous pouvez expliciter le calcul, hein, ça marche aussi. Et pour la 13, qu'est-ce que je venais de dire? Je venais de dire montrer qu'elle est génératrice minimale. Je pense que c'est assez rapide à faire, en explicitant les détails. Donc P et Q, voilà, vous écrivez, et puis ça va normalement tout seul. Donc on demande ensuite d'expliciter les coefficients de phi RS sur la base UV.
donc où V est la base canonique qui est donnée ici. Bien, alors, pour cette question, bon, c'est pas très difficile, il suffit juste de voir à quoi va ressembler le calcul. Et donc, en fait, la matrice que vous allez obtenir, normalement, ça doit être une matrice qui devrait ressembler à ça, puisque c'est le résultant. Donc, en espérant ne pas faire de bêtises. Donc, si je prends 1, j'ai rien fait, je me retrouve avec le polynôme R. Donc, je vais me retrouver avec R0. Je suis en train de poser la question s'il y a bien un... Ouais, RK, donc R0 jusqu'à RM. Donc j'ai R0, R1, tac tac tac, jusqu'à RM. Puis après que des zéros. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que je vais juste translater d'un cran à chaque fois la colonne. Hop, R0, RM, jusqu'à arriver en bas. Donc R0, RM comme ça. Tac. Et donc ça va avoir une taille N, j'imagine. C'est ça, N. Et ensuite, j'ai une taille M avec S cette fois-ci. Donc j'ai S0 jusqu'à Sn. Et pareil, je translate en diagonale. Tac, tac. S0, Sn. Et j'ai que des zéros ailleurs. Donc là, c'est de taille M. Voilà. Voilà. Est-ce que j'ai fait des bêtises? Non, je pense pas. Puisque là, du coup, j'ai translaté de M fois. Donc c'est ça. Donc la taille, c'est bien N fois M. Enfin, N plus M, pardon. Voilà, donc c'est parfait. Bon, c'est juste du calcul, rien de très très méchant là-dessus en tout cas. La 15, on demande, on a deux polynômes R1 et S1, et on a que R égale D R1 et S égale D S1, donc D étant le PGCD, c'est important, ça veut dire que R1 et S1 sont premiers entre eux. On demande à montrer alors que le noyau de phi RS, c'est S1W et moins R1W, avec W là-dedans, puis ensuite d'en déduire la dimension du noyau. Alors, pour la 15, bon, il suffit juste d'écrire ce qu'il en est. Donc, si je suis dans le noyau, ça veut dire que GR plus HS, c'est égal à 0. Et donc, ça veut dire que G, alors maintenant je remplace, GDR1 est égal à moins HDS1. Donc, le D, je peux le simplifier, ça veut dire que j'ai GR1 qui est égal à moins HS1. Voilà comment j'obtiens cette égalité. Et là, là, je sais que R1 et S1 sont premiers entre eux. Et R1 divise H S1. Donc ça veut dire que R1, c'est le lemme de Gauss que j'applique, divise H. Et pareil pour G. Donc pour le fait que S1 divise G. Et donc ce qu'on obtient, c'est que, en effet, on va avoir d'un côté H qui peut s'écrire W fois R1, et de l'autre côté G qui peut s'écrire, je vais l'appeler avec un autre nom pour le moment, qui va s'écrire UV, ça a déjà été utilisé. Bon, je vais l'appeler W0, tant pis. Donc G, c'est W0 fois S1. Et si je remplace dans l'équation de départ, je me retrouve en fait finalement avec, donc si je ne fais pas de bêtises, W0 S1 R1 qui doit être égal à moins H, enfin le H je le remplace, donc W R1 S1. Je peux maintenant simplifier par R1 S1 et je vois que W0 c'est égal à moins W. Donc je me retrouve en effet avec le fait que GH est égal à moins W, donc moins WS1 et R1, enfin WR1. Et je pense que ça doit bien ressembler à ce qu'il fallait obtenir. Avec W dans les polynômes,
Donc, tac, 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 c'est ça. Avec W dans les polynômes. Donc, justement, de degré D. Donc, pourquoi de degré D? Je réfléchis juste 2 secondes là-dessus. Bah, ça doit juste venir du fait que on a le degré D pour grand D. Et je pense que bah, du coup, ces deux polynômes-là, donc ce polynôme-là est de degré. Ça fait quoi? Ça fait n-d, j'imagine. Enfin, c'est n le deuxième, hein, je crois. Je veux juste pas faire de bêtises. Sur les degrés, c'est n pour le deuxième, en effet. Donc le degré de celui-là, c'est n-d. Et le degré de celui-là, c'est m-d. Ok, j'ai un petit bug d'affichage, j'ai l'impression. Hop. Voilà. Et donc, bah, en déduisant la dimension, bah, la dimension c'est D, hein, tout simplement. Voilà. Donc après, on demande de déterminer l'image de phi RS. Ok. Donc l'image de phi RS. Bon, peut-être... ouais, en fait, on va avoir juste des multiples de D, quoi. Donc il faut se rendre compte que l'image de phi RS... Donc là, je vais peut-être pas faire le détail. Mais ça vient de Bézout. Enfin, oui, ça vient de Bézout, en fait. Donc, Bézout. Ça permet d'affirmer que l'image de phi RS... Enfin, en fait, l'image de phi RS, ça va être l'idéal engendré par R plus l'idéal engendré par S intersecté dans K, bien sûr, dans K n plus M moins 1, crochet X. Et en fait, bah, pour être là-dedans, cette somme-là, la somme des idéaux, c'est exactement la même chose que le PGCD de R et S. Donc l'idéal engendré par le PGCD de R et S. Voilà. Mais si vous voulez l'écrire autrement, vous pouvez dire juste j'applique Bézout. Ça marche très bien aussi. C'était la question 14, c'est ça? Non? Ah, 16, pardon. Ouf, je sais plus où j'en suis là. 16. Hop. Ok. Donc 16, c'est bien. 17. Démontrer que si R est un facteur multiple dans sa décomposition en facteur irréductible, alors delta R est égal à 0. Donc delta R est égal à 0. Donc delta R est égal à 0. Je réfléchis 2 secondes sur comment on peut s'y prendre, juste pour bien justifier ce truc-là. En fait, ce qu'il faut, c'est montrer qu'on a donc montrer en fait qu'on a une paire de deux polynômes. En fait, c'est tout ce qu'il faut montrer. Il faut montrer qu'on a une paire de polynômes G et H qui font que ils vont être envoyés vers 0, et sachant que G et H sont non nuls. Voilà. Donc ça veut dire qu'on doit avoir forcément au moins quelqu'un dans le noyau. Et là, bah, le PGCD n'est pas égal à 1, ouais, c'est ça, tout simplement. En fait, ça vient tout simplement de ça. Donc en fait, 17. Si j'ai un facteur multiple, alors R et R', alors le PGCD de R avec R' n'est pas réduit à 1, et donc le noyau de phi R' n'est pas réduit à 0. Donc ça implique en effet que le déterminant demandé, donc le delta R, il est bien nul. Voilà. Voilà comment il fallait s'y prendre. C'est juste une conséquence assez directe de la question 15.
On enchaîne. Le 18, on veut regarder la dimension du noyau de phi R, qui est égal à 1. Et on suppose que la dimension est égale à 1. Ok, donc psi R, juste pour être sûr, psi R. Oui, c'est le phi de RR'. Très bien. On dit que la dimension de R1 est égale à 1. Donc on demande de démontrer qu'il existe lambda dans K et T dans K crochet X tel que T lambda non nul et que R est égal à X moins lambda carré T. Ok. Bon bah le noyau est égal à 1. 18A. Le noyau est égal à 1. Ça veut dire alors que le PGCD, le degré du PGCD de R avec R', c'est égal à 1. Donc ça veut dire que, en effet, je peux écrire x moins lambda, le polynôme qui est donc ce PGCD, qu'il existe lambda dans quoi? Dans R ou dans... Faut pas oublier dans quel contexte on travaille. Dans K. Bon. Donc il existe lambda dans K, tel qu'on a ça. Ok. Alors je réfléchis. Ok, et alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que... Donc si là, ça veut dire qu'en fait, R de lambda est égal à R' de lambda est égal à 0. Ok. Si... Je vais faire ça. Si on avait R' qui s'écrit x moins lambda fois t avec t de lambda égale 0, alors on aurait que x moins lambda carré divise... Enfin, ouais, je vais peut-être le dire. Comment je peux le dire? Oui, alors on aurait x moins lambda qui divise t, et ça impliquerait, bon je passe un peu les calculs, que r seconde de lambda, ça ferait 0 aussi. Donc si je dérive à nouveau avec un x moins lambda au carré, je me souviendrai que r seconde de lambda vaut 0, et ça voudrait dire alors que lambda est racine triple. Donc ça veut dire que x moins lambda cube diviserait r, et x moins lambda carré diviserait R', et donc le PGCD ne serait pas de degré 1. Contradiction. Donc ça veut dire que T de lambda n'est pas égal à 0. Et bah, c'est une racine double, donc lambda racine double. Donc ça veut dire qu'en effet R s'écrit x moins lambda carré fois un autre polynôme qu'on va appeler U. Avec, ouais, j'aurais peut-être dû l'appeler U, l'autre polynôme, mais tant pis. Avec U de lambda qui est non nul. Donc ça permet de conclure à la question. La question donc 18A. Bon, j'enchaîne toujours aussi vite là, désolé, mais bon. J'aimerais au moins terminer peut-être la partie 2 et après juste discutailler plus largement sur les autres questions. Alors, donc le B, on demande à démontrer que dans ce cas, le noyau de psi R, c'est égal à ça. Bon, ça, je pense que c'est une directe conséquence de ce qui précède. Il faut juste déterminer, en fait... ouais, donc c'est juste une directe conséquence de ce qui précède. Je pense rien de plus. Rien de plus. Ouais. Conséquence de ce qui précède. Je pense que ça suffit de dire ça. Bah après, on pourrait écrire un peu de détails, mais c'est vraiment... on reprend ça, quoi. Essentiellement, on reprend ça. On reprend ce S1W moins R1W, mais dans le cas où on a RR', quoi. Je pense que c'est tout ce qu'il faut faire, à mon avis.
en écrivant la dérivée de R, hein, bien sûr, parce que ça c'est important, bien sûr. Ok. Ok, ok. Le 19. Démontrer qu'il existe deux polynômes t et w. Donc un crochet x tel que le degré de t est supérieur ou égal à 2 et tel que r est égal à t carré w. Alors on a l'inégalité dimension de psi. Bah, c'est presque l'argument que j'ai lancé ici. Ça a peu de choses près l'argument que j'ai lancé ici. Quand j'ai dit que lambda était racine triple et tout ça, c'est quasiment le même argument. Application calcul du Caire. Alors c'est d'ailleurs 18b. Et 19. Donc là, je disais, oui, c'est quasiment le même argument que ce que j'ai lancé au-dessus. À peu de choses près, en fait, il faut réécrire la même chose, mais en ayant cette fois-ci un t carré fois un autre polynôme, et je pense que ça fait l'affaire. Donc t carré w, comme c'est écrit ici. Et après, bah là, c'est juste une généralisation, certainement en utilisant 2-3 propriétés de facteurs. Je pense que bon, bah ça, je peux peut-être le passer, c'est peut-être pas la peine que j'aille plus loin. Ok, donc voilà, on vient de faire le tour assez détaillé, je pense. Plutôt bien détaillé quand même, des deux premières parties en 1h30 de temps, ce qui est quand même plutôt pas mal. Alors, là, ce que je vous propose, c'est juste de survoler les autres parties. Moi, j'ai toujours pas le déclic pour la première, la question vrai-faux. C'est quand même bizarre. Pourtant, je l'avais quand je l'ai lu le sujet. Je pense que j'ai été perturbé par le fait que et je le suis encore, par le fait que je veux trouver une solution, une réponse simple. Bon, écoutez, c'est pas très grave, hein, c'est pas grave. On rattrapera ça. Bref, on va discuter juste des parties qui suivent et vraiment parler brièvement de comment on pourrait résoudre les autres questions. Donc dans la partie 3, quelques résultats d'algèbre linéaire sur les sous-espaces stables. Donc on nous fait tout un blabla, dimension finie, on prend une base, on rappelle les formes bilinéaires, symétriques, non dégénérées. Donc là il y a un peu de forme quadratique, on considère le dual au sens du morphisme phi. Donc ça c'est pas mal. Et puis après on a la propriété, donc comment ils appellent ça, d'être... Ouais, donc on regarde les endomorphismes qui sont en fait finalement symétriques par rapport à phi. C'est ça ce que veut dire cette égalité-là, c'est regarder des endomorphismes qui sont symétriques par rapport à phi. En tout cas d'une certaine manière, même si là on n'a pas changé f, on s'est transposé quoi. Alors je vais faire juste un peu d'agencement de page avant d'avancer. Hop, voilà. Ok. Donc, on note l'application G qui a x associé f de x, l'endomorphisme induit, et gamma comme étant qui de G, le polynôme caractéristique de G. Donc, le 21, on suppose uniquement que dans cette question, rang de f est égal à n-1, u c'est dans le noyau, différent de 0, et v est dans E, tel que phi de uv est égal à 0. On demande à montrer la chose suivante. Alors, ouais, donc ça, c'est... pour le démontrer, il suffit de jouer avec la symétrie par rapport à f. Je pense que c'est tout ce qu'il faut faire. Donc si x... Bah déjà, si x est un élément de im de f, je pense qu'on peut la faire en découpant avec vect de v et im de f. Je pense que c'est suffisant. Donc, si je suis dans vect de v, bon, bah, le lambda va sortir du v et sortir du phi, et du coup on conclut, parce que c'est une forme bilinéaire, hein, rappelons-le. Et puis ensuite, si je suis dans im de f, bon, bah, ça veut dire que mon
un élément s'écrirait f de quelque chose, donc disons f de w, et ce f, je peux le sortir de l'autre côté pour le mettre dans f de u, et comme u est dans le noyau de f, bah f de u, ça fait 0, donc je me retrouve avec 0. Voilà, donc le a, ça se règle assez rapidement en regardant les deux espaces vectoriels, et donc ça va être vrai pour la somme par linéarité de phi. Donc de phi u point, si vous voulez. Et B, après, on déduire que V est dans im de F. Alors, comment on démontre ça? Donc si je veux montrer que V est dans im de F... Un peu moins évident ça. Alors j'ai pas utilisé le fait que le rang est égal à n-1, j'imagine. Ah ouais, peut-être que c'est ça. C'est peut-être ça. Parce que du coup, U, il engendre le noyau. Il engendre le noyau. Ok. Donc comme il engendre le noyau... Je peux prendre l'espace. Donc ce que je vais faire, c'est que je prends l'espace supplémentaire à U. Je sais qu'il est isomorphe à F. Bon, d'accord, soit. Mon V. Qu'est-ce que je veux faire avec mon V? Alors, soit je fais ça, soit je fais im de F plus un... Ah, peut-être que c'est mieux comme ça. Ah oui, c'est peut-être moins bête comme ça. Donc ce que je fais, c'est que je prends un supplémentaire de im de f plutôt. C'est ça qu'il fallait faire. Je prends un supplémentaire de im de f, ça va faire une droite, puisque le rang est égal à n-1. Donc ça va faire une droite. Cette droite, elle va être engendrée par un certain vecteur. C'est pas forcément u, ça peut être quelqu'un d'autre, attention. Donc ça va être engendré par un certain vecteur, on va dire qu'il s'appelle y. Et bah, j'imagine que si v n'est pas dans im de f, bon bah ça veut dire que j'ai une composante en y qui apparaît, mais du coup, phi de cette composante en y, de u composante en y, ça ferait 0. Et là j'ai un problème parce que du coup, ça veut dire que sur tout l'espace E, puisque bah, im de f plus ce y, qui est la même chose que im de f plus vecteur de v, c'est tout l'espace. Donc je me retrouve avec l'application linéaire phi de u, point, qui est un morphisme nul. Et ça, c'est possible que si et seulement si u est égal à 0 grâce à... je pense qu'elle était non dégénérée, le morphisme. Ouais. Alors attendez. Non dégénéré, en effet. Non dégénéré. Donc ça veut dire que phi de uu fait 0. Et on conclurait que u est égal à 0, ce qui serait une contradiction puisque u, c'est un élément non nul. Voilà. Donc l'idée, juste pour la noter vite fait, l'idée générale, c'est de prendre un supplémentaire de... Donc je vais avoir un ky plus im de f, je considère un supplémentaire. Et si je dis que v n'est pas dans im de f, bah en fait je vais avoir que phi de u par linéarité, un phi de uy est égal à 0. Et que ce truc-là, c'est en fait tout l'espace. Donc ça veut dire que phi de u point enfin de phi de u virgule point, donc je vais l'écrire, ça veut dire que phi de u point, bah, c'est une application nulle. Et ça, c'est possible que si u est nul, parce que du coup phi de u est nul, et on utilise le fait que phi est non dégénéré. Voilà. Donc le 22, en faisant intervenir une récurrence, démontrer la chose suivante. Pour n'importe quel S polynôme. Ok. Bon là c'est peut-être assez simple. Je pense que... si je prends un polynôme de degré 1, c'est évident. Puis après, si je prends un polynôme de degré n plus 1, bon, bah, j'ai le terme en n plus 1 qu'il va falloir traiter à part. Et après, je traite le polynôme de degré n qui se cache derrière. Je fais la commutativité, puis après, je m'occupe du terme en n plus 1. Je peux faire ça.
Ou alors je peux juste d'abord démontrer que ça marche pour f à la puissance n, etc. Ça marche tout aussi bien, juste en faisant passer f étape par étape. Voilà, je pense qu'il n'y a rien de... Il n'y a rien de fou sur le 22. Le 23, ça vient juste du fait que la dimension de J, c'est inférieur strict à S. Donc du coup, dès que je prends une famille trop grande par rapport à la dimension, la famille est liée. Et qu'est-ce que ça veut dire que la famille est liée? Bah, c'est exactement ce qui est écrit là. Voilà. B, en déduire que l'application linéaire psi est surjective. Donc sachant que les E1, ES, c'est quoi? C'est les bases, non? Ouais, ça doit être la base. Je vérifie quand même. Excusez-moi. Tac. Ah, c'est la base de F. C'est une base de F. D'accord. Donc c'est une base de F. Bah, je pense que c'est assez évident, hein. Il suffit de dire j'envoie X vers E1 ou vers E2. Enfin, je pense... Ouais, je pense que ça va venir assez directement. Il faut juste montrer qu'on peut avoir tous les éléments de la base KS. Et ces éléments-là, bah, j'imagine qu'il y a un jeu de combinaison linéaire à faire. Mais bon, ça ne devrait pas être si difficile à faire. Conclure alors que le orthogonal est de dimension n-s. Bon, ça, c'est un jeu de dimension assez simple à faire. Ok. Bon, un peu technique, mais assez simple à faire quand même. Après, on nous demande de démontrer que on a gamma f de x égale à 0 pour tout x dans f. Gamma, c'est qui gamma déjà? C'était avant, enfin après du moins. Gamma, c'est le polynôme caractéristique de G. Et G, c'est l'application F induite. Bah oui, oui. En fait, là, vous appliquez Kelly Hamilton, tout simplement. D'accord, c'est Kelly Hamilton. Ça fait juste peur écrit comme ça, mais c'est Kelly Hamilton. En fait, F de X, c'est la même chose que F induit, donc G, calculé en X. Et donc peu importe la puissance, vous pouvez remplacer du coup F à la puissance n'importe quoi par G à la puissance n'importe quoi, étant donné que vous calculez en un X qui est dans grand F. Et donc bah, après vous êtes en train de calculer le polynôme caractéristique en G. Franchement c'est du changement de notation pour pas grand chose, hein. Là, ok. Mais ouais, c'est du Kelly Hamilton. C'est Kelly Hamilton. On suppose uniquement que dans cette question, le vecteur E1 n'est pas dans le hymne de gamma F. Démontrer que l'on a l'inclusion suivante. Bah, hymne de gamma F, ça va aller assez vite, je pense. Est-ce que j'ai dit des bêtises? Ouais, hymne de gamma F, ça doit venir assez vite puisque je suis orthogonal. Je pense qu'il y a une question d'orthogonalité vu que je veux montrer que je suis dans F ronde. Donc il y a une question d'orthogonalité et faire intervenir le F, je le mets le F de l'autre côté et du coup ça doit donner 0. Et de l'autre côté, vecte de E1. Bon, comme E1, je sais pas trop exactement ce qu'il en est. Bon. Et après le rang, bon, ça va être encore un jeu de dimensions à faire, j'imagine. J'imagine. Un jeu de dimension induit peut-être dans hymne de gamma F ou un truc comme ça, mais... Ok. Bon ouais, peut-être que c'est un bon moment pour commencer à juste faire du survol total. Donc ouais, la suite de ce sujet-là, de cette partie 3, je pense qu'elle est quand même, et j'espère vous avoir convaincu quand même, que le sujet était assez atteignable. Il y avait 2-3 trucs quand même assez techniques, je pense. Et même des trucs qu'il faut, je pense, qui sont des... Mais malgré tout, il y a quand même pas mal de trucs qui sont des classiques. Vraiment, les matrices à coefficients entiers, ça fait partie des classiques de chez Classique. Donc ça, je pense que c'était hyper important à maîtriser pour le début du sujet. Et puis après, le résultant, qui est aussi un point assez classique d'algèbre linéaire, mêlant algèbre linéaire et polynôme. Donc voilà, je pense que c'était très intéressant comme partie. Pour cette partie 3, c'est un tout petit peu plus technique parce que là on joue un peu avec des formes linéaires, mais bon,
On va pas se cacher, là, c'est plus des produits scalaires que des formes linéaires, hein. C'est plus ça qu'autre chose. Euh, mais ouais, il fallait pas trop avoir peur. Il y avait des questions qui étaient quand même tout à fait atteignables, à condition d'écrire les choses. Euh, donc voilà. Euh, Là, les questions, bon là, je vais avoir un peu de mal, mais tout simplement parce que je n'ai pas fait toutes les sous-questions, donc du coup, j'essaie de lire, mais c'est un peu technique. Euh, donc ouais, il y a deux, trois moments, c'était un peu technique, et là, oui, bon, enfin, c'était important quand même d'avoir la connaissance, les connaissances nécessaires. L'arithmétique de polynôme, ça me semblait quand même assez bien atteignable, ça. La première question est une question hyper classique. Donc là, ce que vous pouvez faire, c'est utiliser. Alors là, il y a vraiment deux façons de s'en sortir. Il y a deux façons de s'en sortir. Soit vous pouvez utiliser, donc pour la 31, soit vous pouvez utiliser juste l'expression explicite de votre coefficient binomial et multiplier par k factoriel euh, et k moins, alors faut pas que je dise de bêtises. Donc k factoriel et p moins k factoriel, voilà. Donc vous multipliez par ces choses-là votre coefficient binomial. Vous savez que ça vaut p factoriel, donc vous savez que p va diviser ce truc-là, sauf que p ne va diviser ni k factoriel ni p moins k factoriel, puisque k est compris entre 1 et p moins 1, et du coup, les valeurs que vous prenez dans les factoriels sont inférieures à p, donc il ne pourrait pas y avoir le facteur p apparaissant dans ces produits. Vous pouvez l'expliquer comme ça, ou alors après vous avez la formule du pion, je crois, que vous pourriez appliquer. Bon, moins évident à voir, mais ça peut se faire. Bref, voilà, c'est assez sympa. Le suivant, morphisme d'anneau, bah, c'est une application directe de ce que vous avez fait juste avant, parce que bah, vous utilisez le binôme de Newton. Voilà, là, c'est pareil, c'est un réflexe hyper important à avoir. Binôme de Newton, donc du coup vous pouvez en effet écrire que s plus t à la puissance p, c'est la même chose que s puissance p plus t puissance p. Voilà. Le suivant, pareil, c'est assez rapide. Pour avoir le a puissance p-1 est égal à 1 en congruence. Alors oui, vous pouviez ressortir la preuve de la formule de L'R, j'espère ne pas dire de bêtises. ELR ou Fermat, hein, c'est l'un ou l'autre. Celle où vous avez a puissance phi n est égal à 1. Vous pouvez ressortir cette preuve-là, mais ici je pense que ce qui était plutôt attendu, c'est le fait de remarquer que si vous vous amusiez à additionner 1 autant que vous voulez, enfin moi j'aurais fait ça, j'aurais démontré le deuxième point avant le premier, parce que ça me paraît plus évident à faire, puisque le deuxième point, en fait, bah, vous appliquez la même chose en 1, et en fait par récurrence assez directe, vous avez en fait que n c'est égal à n puissance p dans fp, donc par récurrence sur n. Et du coup, bah, après, si n est inversible, vous pouvez en effet diviser par n, ce qui veut dire que a est premier avec p, et du coup, voilà, la conclusion de 33 se fait assez rapidement de cette manière, je trouve. Peut-être plus rapidement que ce qu'ils ont proposé ici. Pour le 37, donc on a une dérivée de polynôme qui est égale à 0. Et donc on demande d'en déduire que R s'écrit de cette manière-là. Bon, ça c'est pas... donc c'est pas super difficile non plus à pressentir. Non, je suis en train de réfléchir 2 secondes quand même. Mais oui, on va avoir le fois P qui va sortir, donc c'est assez clair de voir que R va forcément s'écrire de cette manière-là. Et après, bah, vous avez des restrictions sur le degré de votre polynôme, j'imagine. Est-ce qu'il y a bien ça qui est en jeu? Ouais, le degré du polynôme R était égal à n par rapport à ce qui est écrit ici. Donc voilà, c'est ça la restriction. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a la partie entière qui intervient. Je me demandais pourquoi on avait la partie entière. Et alors du coup, R n'est pas irréductible. Oui, vous pouvez avoir W à la puissance P par... c'est encore une question de morphisme de Frobenius, quoi. C'est vraiment un classique, je pense. Après la dernière étape, c'est un petit jeu voilà, de racines multiples. Quelque chose que j'ai utilisé d'ailleurs, donc c'est un peu rigolo. Mais bref, ouais, dans la question 35, c'est quelque chose que j'ai un peu utilisé. Et c'est marrant parce que ça fait un écho avec un prochain petit exo de call qui sortira sur la chaîne. Donc, c'est assez rigolo. Je sais plus le numéro, ça doit être 146 peut-être, mais bref. Et puis après la forme normale, donc ça c'est un truc assez classique aussi. Comme j'ai dit, je l'ai déjà vu dans un sujet concours ENS. Je crois que c'était le sujet C, je recheckerai pour confirmer.
Mais ouais, le mu, alors c'est quoi ce mu déjà? C'est le coefficient? C'est pas rappelé? Je sais plus ce que c'est que ce mu. Ah oui, ce mu, c'est ça. Mu m, c'est le min des MIJ. Ok. Bon, bah la première question est assez évidente parce qu'on échange juste de lignes ou de colonnes. Donc c'est très direct pour la première question. Pour la deuxième question, donc montrer qu'il existe des matrices P0 et Q0 dans GLN2Z telles que ceci. Euh, alors, euh, c'est un peu bizarre comme question. Je pense. Bon, inférieur ou égal, ouais, mais. Alors attendez. Ouais, non, ça veut juste dire que c'est borné. En fait, le seul, peut-être le. Ah ouais, mais je peux pas jouer sur de la continuité, ça marche pas là. Mm, mm. Pas bonne idée, ça, c'est pas bonne idée. Mais peut-être juste le min, c'est le min des valeurs absolues, ouais, bah voilà, donc oui, c'est des coefficients entiers, donc juste il faut dire qu'il y a un minimum, voilà, c'est tout. Il faut se rendre compte que l'application qui est ici, c'est une application qui va vers n, et n, bah, c'est minoré. Donc comme n est minoré, vous savez qu'il y a forcément un minimum qui est atteint, hein, c'est un ensemble non vide, puisque vous avez la possibilité de prendre l'identité pour les deux matrices, hein. Donc c'est un ensemble non vide de l'ensemble des mu p m q, non vide et minoré. Donc bah, après, bah, vous avez juste à prendre le minorant, hein, euh, voilà, puisque le minimum va être atteint dans l'ensemble des entiers naturels. Donc il faut penser à ça. Peut-être pas évident à penser, mais c'était ça ce à quoi il fallait penser. Donc après, on considère P0, Q0, blablabla. On peut supposer que mu A c'est égal à ça. Alors ça, pour arriver à cette conclusion, il suffit de se dire qu'il faut échanger les lignes et les colonnes grâce aux opérations PIJ, qui permettent donc d'échanger de façon à ce que la valeur minimale que l'on a quelque part dans notre matrice, eh bien on la déplace jusqu'à le coefficient 1,1. Donc c'est là après on fait du jeu de division euclidienne. Et ces divisions euclidiennes, bah, c'est vraiment les opérations élémentaires sur les colonnes, tout ça. Donc montrer qu'on a l'inégalité suivante. Donc s'il existe un RJ0 non nul. Bon, ça c'est pas super difficile parce qu'en fait dès qu'on a un RJ0 qui est non nul, bah, en fait c'est ce RJ0 qui va jouer le rôle d'un potentiel mu à tilde. Alors, plus ou moins on va dire c'est un intermédiaire. En fait on peut assurer que mu à tilde va être plus petit que ce RJ0. Et après, bah, ce RJ0, du coup, il est plus petit strict que mu A. C'est ça qui va se passer par la division euclidienne qu'on a enclenchée. Pour le B, bah, c'est assez direct parce que comme on cherche à minimiser un maximum les coefficients, il y a forcément un moment où on va arriver à cette forme-là sur les colonnes. Quitte à, donc à chaque fois qu'on va faire l'opération de la division euclidienne, on va prendre la valeur la plus petite qui est non nulle, et on va la replacer en coefficient 1,1. Puis ensuite on recommence l'opération jusqu'à ce qu'on arrive à cette situation où on a divisé tous les coefficients de notre ligne. Et il faut faire un peu, a priori, il faut faire la même chose sur les colonnes. Pour s'assurer de la divisibilité également sur la colonne. J'ai l'impression. Bon après il est bizarre ce A11 qui divise A1J. Je pense que c'est une erreur de notation. Ça devait être peut-être U. Soit on mettait on mettait tous les coefficients égaux à A, soit on met un U ou je sais pas quoi. Mais bon, c'était peut-être une petite erreur de notation, rien de bien méchant. Et après, bon, bah, par cette divisibilité, on refait la même chose et on simplifie du coup la colonne. Et là, on n'a pas besoin d'échanger les lignes, c'est vraiment parce qu'il y a la divisibilité qui est assurée par 1 à 1, donc il n'y a plus qu'à faire l'opération de la division, encore une fois, avec les lignes. Et une fois qu'on a fait ça, bah, après on recommence sur la sous-matrice B, donc sur la sous-matrice qui est ici, et on obtient une récurrence. Donc, globalement, c'est ça l'idée. C'est vraiment ça l'idée de la preuve. Avec une condition de divisibilité à assurer, mais bon ça, voilà, bon, on n'a pas le temps de rentrer dans tous les détails malheureusement de cette partie.
Ok. Et après, bon, bah là, généralement, on arrive dans la partie 6 et 7. Enfin, 6 ouais, 6 et 7. Ces parties-là, c'est normal qu'on n'ait pas le temps d'y toucher, hein. Franchement, c'est tout à fait normal euh, pour une grande partie des étudiants ou les gens qui passent l'agrégation, c'est tout à fait normal. Même en 6 heures de sujet, on n'a pas le temps d'arriver à ces parties-là sans avoir sauté des questions. Alors, à moins que vous ayez sauté des questions ou que vous avez essayé de gratter des points, ce qui est tout à fait légitime et je pense que c'est une très bonne chose à faire. Sinon, c'est tout à fait normal que vous n'ayez pas eu le temps de toucher à ces deux parties. Donc des parties, je trouve quand même assez intéressantes, qui permettent vraiment d'unifier tout ce qui a été fait jusqu'à maintenant. Donc là, vous avez la constitution de votre forme bilinéaire. Vous utilisez deux trois résultats par rapport à la forme bilinéaire sur la question 45. Et après, bah, voilà, il y a deux trois trucs avec ce cul-chapeau, tout ça à faire intervenir. Bref, c'est assez joli. Voilà, on va pas avoir le temps de se pencher dessus malheureusement, mais bon, je pense que c'est pas forcément très grave, euh, puisque voilà, comme je l'ai dit, c'est tout à fait normal de ne pas avoir le temps d'attaquer ces parties-là. Je pense que ça se justifie très bien. Voilà, puis après, ça devient quand même très très technique. Donc là, la toute dernière partie, quand même, fort technique. Mais quand même, enfin, je pense qu'il y a deux trois questions qui pouvaient se gratter. Donc c'est en cela que je pense que le sujet était accessible. Il y avait quand même pas mal de questions euh, qui pouvaient très bien se gratter, pas mal de questions qui pouvaient être atteignables, à condition de ne pas être trop perdu avec les notations, parce que c'est vrai que là, il y a eu peut-être un abus de changement de notation qui pouvait perturber, comme on a vu tantôt l'utilisation de Kelly Hamilton de manière très cachée. Bah alors qu'en fait, c'est juste Kelly Hamilton. Euh, voilà. Bon, j'ai toujours un bug avec cette question, quand même malheureuse. J'ai toujours un bug avec cette question vrai-faux là, qui me fait me casser la tête pour pas grand-chose. Je suis sûr que c'est pas grand-chose. Euh, le truc, c'est que je sais que F est diagonalisable. C'est ça qui est important. Parce que si ça, c'était pas le cas, ça ne marcherait pas. Euh, et j'imagine que je dois probablement jouer avec une projection ou quelque chose comme ça sur F. Et je pense qu'il va y avoir une commutativité qui va jouer, qui va rentrer en jeu. Euh, je pense que c'est ça. Donc là, moi, le truc qui me vient peut-être un peu plus à l'esprit et peut-être que il y a probablement plusieurs manières de le prouver. Et je suis sûr que ce que j'ai commencé à faire avec les espaces propres, ça devait fonctionner aussi avec peut-être des lemmes des noyaux ou un truc comme ça. Mais peut-être qu'il y avait un moyen plus élémentaire. Et c'est ça que je cherche en fait. Et c'est ça qui me perturbe. Mais peut-être qu'un moyen élémentaire, c'est de dire je vais prendre P, la projection qui envoie les éléments de E vers les éléments de F. Et après, il faut que je fasse une projection. Alors, peut-être que là, j'ai un problème parce que je peux pas faire une projection n'importe comment. Euh, euh, J'allais dire une projection orthogonale, mais est-ce que j'ai le droit? Mais a priori, j'ai pas forcément le droit de faire une projection orthogonale. Par contre, je peux faire une projection en accord avec le. Ouais, non, je pense il y a certainement plus. Ouais, je suis juste peut-être en train de me casser la tête pour pas grand-chose. Bon, écoutez. Ouais, je pense que à l'enregistrement, j'ajouterai un petit truc pour revenir sur cette question parce que je trouve ça un peu dommage de bloquer là-dessus. Mais bon, voilà, écoutez, comme quoi, même les meilleurs ont un peu de mal. C'est normal. C'est normal, ça arrive à tout le monde de toute façon, hein. On est humain après tout. Bref. Voilà. Bon, en tout cas, on a fait un bon survol du sujet. Je pense que c'était bien. Je sais pas à quel point j'avais besoin de rentrer dans les détails. Vous n'hésiterez pas à me dire, même là dans le chat actuellement, mais vous n'hésiterez pas à me dire si vous avez l'impression que c'est peut-être un peu trop dans les détails ou peut-être que c'est trop superficiel, hein, l'inverse. Bon, là, je comprendrai sur la fin que ça va vraiment vite. Là, je suis peut-être allé peut-être trop vite. Je devrais juste me concentrer à faire les deux premières parties et pas forcément commenter davantage. Ou alors juste commenter de manière générale. C'est la première fois que je fais ça là en live, commenter
sur un sujet concours. Je me suis dit que ça peut être pas mal de rentrer dans les détails. Est-ce que ça valait vraiment le coup? Ça, vous pourriez me le dire. Donc vraiment, je suis tout à fait ouvert à vos retours là-dessus parce que voilà, c'est la première fois que je fais cet exercice-là en live. Après, en discuter avec un élève juste pour retravailler un sujet, ça se fait très bien. Et après, bah, on rentre dans le détail en attaquant question après question, comme un peu j'ai fait là, mais là je l'ai fait tout seul. Euh, donc moi j'ai plutôt cette vision-là de rentrer dans le sujet et de vraiment taper les questions les unes après les autres et essayer d'expliquer pourquoi ça va marcher de cette manière et pas autrement. Mais peut-être que vous préférez avoir une vision globale et avoir juste deux trois idées généraux sur quelques questions peut-être techniques du sujet. Donc voilà, n'hésitez pas à me faire part de vos retours, ça sera avec plaisir que je les entendrai et que j'essaierai d'améliorer mes rendus de sujets. Voilà, j'ai voulu la faire un peu comme j'avais fait Putnam, sauf que bah, Putnam, c'était vraiment pas pareil du tout. Là, c'était vraiment plus me mettre au défi devant ce sujet. Là, c'est pas vraiment un défi, j'aimerais être un peu plus pédagogique. Donc, bah, peut-être que j'espère l'avoir été. Voilà, j'espère avoir réussi un peu mon coup quand même. Mais si vous avez l'impression qu'il y a des choses que je peux améliorer, bah, n'hésitez pas à me le faire savoir. Ça sera avec plaisir que je les entendrai et que j'essaierai d'en prendre compte pour les prochaines fois. Bon, peut-être pas pour le prochain live, parce que le prochain live c'est demain et l'enregistrement il va être mis assez tard, donc il va être mis demain matin. Donc bon, voilà. Ça fera en tout cas plaisir de les entendre pour un futur assez proche sur d'autres sujets. Je pense notamment à l'agrégation externe. J'aimerais bien peut-être en parler un peu de ça. Et plus tard, à certains sujets concours de l'ENS. Ça peut être sympa aussi d'en discuter. Bref, voilà. Voilà, bah, je pense que je peux m'arrêter là, hein. On a fait nos 2 heures ensemble. Je pense que c'est amplement suffisant. Je pense avoir fait un bon survol du sujet quand même, malgré tout. Et donc, bah, j'espère vous avoir convaincu qu'en effet, il y avait pas mal de choses qui étaient assez abordables dans ce sujet. Clairement pas simple, hein. Je pense que vous l'avez senti à travers mes propositions de résolution dans les questions. Clairement pas simple. Mais bon, il y a deux, trois trucs qui font partie des réflexes vraiment incontournables dans cette préparation d'agrégation. Des exercices vraiment très classiques, comme là vraiment cette question 6, cette question 7 qui fait un peu plus combinatoire, mais voilà, ça fait vraiment partie du background important à connaître. Euh, voilà, qu'est-ce que je peux dire de plus? Bah, pas grand-chose, écoutez. Bon voilà, bah, n'hésitez pas à me faire savoir vos avis, là, ceux qui regarderont l'enregistrement. Et puis ceux qui sont dans le chat, si vous avez des retours, n'hésitez pas. Sur ce, bah, je vais vous laisser, j'ai un Royal Rumble à regarder. Un Royal Rumble qui va commencer d'ici quoi? D'ici 25 minutes peut-être. Et bon, bah, j'aimerais bien commencer à préparer à manger, tout ça, pour être tranquille et me poser. Bon, c'est quand même le week-end, hein, donc on profite un peu du week-end, c'est normal. Et d'autant plus le Royal Rumble. Alors là, le Royal Rumble, c'est vraiment le truc incontournable de n'importe quel fan de catch et surtout de la WWE. Mais bien, bon, bah écoutez, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Pour ma part, elle sera catchesque, donc vous l'aurez compris. Et puis ben, on se retrouve demain alors, demain pour discuter donc du sujet d'agrégation euh, de la deuxième épreuve, donc l'épreuve d'analyse. Et puis on va voir, peut-être par rapport à ce que j'ai fait, je changerai deux, trois choses dans ma manière d'expliquer. On verra bien. Bon voilà, bah écoutez, bonne soirée et puis à demain pour ceux qui seront là demain. Salut tout le monde.